Après un superbe Raw après WrestleMania, on attendait un super SmackDown après WrestleMania et je pense qu'on a été gâtés. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 25 avril 2025. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut, de vous abonner, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et ce SmackDown va s'ouvrir avec le nouveau champion de la WWE, John Cena. John Cena allait commencer sa promo, mais très rapidement Randy Orton va l'interrompre. Orton se rappelle qu'ils se sont rencontrés il y a 25 ans et qu'il n'avait jamais vu John Cena changer depuis, pas jusqu'il y a quelques mois. Orton croit savoir d'où vient le problème de John Cena. Lui qui a toujours eu des fans super jeunes, qui a beaucoup fait pour la fondation Make-A-Wish, John Cena n'a pas d'enfant. John Cena doit devenir père pour devenir un meilleur homme. John Cena félicite Randy Orton car il a des enfants, qu'il les aime, il est ravi pour lui. Il explique que la raison pour laquelle il n'a pas d'enfant, c'est parce qu'il a donné 25 ans de sa vie à élever ceux de Randy Orton et ceux des fans de la WWE. Il dit avoir été un meilleur parent que n'importe qui. Orton lui rappelle que ses fans sont la raison pour laquelle il est sur le ring ou à Hollywood. Sans eux, il n'y aurait plus de John Cena depuis longtemps, mais Cena continue de répondre que les fans sont des hypocrites manipulateurs. Orton ne se fait plus d'idées, il ne fera pas changer d'avis John Cena, mais il lui rappelle qu'il fait partie de l'une des familles royales du catch, comme celle mentionnée dans le thème d'entrée de Cody Rhodes, et que le catch le nourrira jusqu'à la fin de ses jours. John Cena lui demande de se taire et de voir la vérité en face. Il a déjà gagné 17 titres, Orton n'en aura pas plus que ses 14 une fois qu'il aura quitté la WWE avec cette même ceinture. Cena lui dit ensuite qu'il va effacer 3 générations d'Orton, et ce dernier lui répond le défiant de mettre en jeu son titre tout de suite, maintenant. Mais John Cena va refuser, pas ce soir. Il propose que le match ait lieu à Backlash, à Saint-Louis, la ville de Randy Orton. Il le veut à son meilleur et s'il se rate, il n'aura aucune excuse. John Cena va alors attaquer Randy Orton, mais Randy Orton va retourner la situation et porter un RKO à John Cena pour terminer ce segment. C'est un segment que j'ai adoré. Évidemment, revoir John Cena et Randy Orton faire une promo sur un ring WWE en 2025, ça me rend heureux, ça me rend nostalgique. Et c'est un peu toute la question, c'est tout un débat. Est-ce que c'est simplement de la pure nostalgie ou est-ce que c'est bon? C'est ça toute la difficulté, parce qu'on est tous des fans de catch et on a tous cette nostalgie en nous. Cela va être très difficile d'être objectif dans cette histoire. Randy Orton, John Cena, c'est une partie de notre enfance pour beaucoup d'entre nous. Donc comment être objectif? Je dirais que la promo était très bonne, j'aurais simplement aimé qu'elle soit un peu plus personnelle. On est un peu rentré dans quelques détails, mais globalement on était quand même sur le John Cena heel qui déteste les enfants et Randy Orton le babyface qui adore les enfants et qui veut montrer que John Cena est un mauvais personnage et lui veut aller chercher son 15e titre de champion du monde. On est quand même resté en surface alors que je pense qu'il y a beaucoup de choses à creuser. Le problème c'est qu'on ne sait pas à quel point John Cena va être présent dans les prochaines semaines et ça pue parce que j'ai envie de les revoir sur le ring, j'ai envie de les revoir batailler au micro. Los Garza font face à 2 arrivants du côté de SmackDown et oui, la nouvelle équipe de SmackDown c'est Fraxium qui viennent de perdre leur titre de champion NXT à Stand and Deliver qui sont maintenant du côté de SmackDown pour notre plus grand bonheur. Alors je sais que beaucoup d'entre vous ne regardent pas NXT, et bien vous allez découvrir la meilleure équipe de la WWE depuis 2 ans et sans doute la meilleure équipe du monde tout simplement, et ils vont le prouver dans ce match là de 9 minutes face à Los Garza. Ils sont excellents, mais ce qu'ils ont fait dans ce match là c'est ce qu'ils font depuis 2 ans du côté de NXT. C'est une équipe fantastique qui allie rapidité, fluidité, vitesse, spectaculaire. Ils sont fantastiques, vraiment ils le sont et ils ne peuvent faire que du bien à cette division de SmackDown qui est déjà excellente. On aura plus tard dans la soirée un match à 3 TLC et on en reparlera, mais avoir Nathan Fraser et Axiom dans ton roster par équipe, c'est forcément une excellente nouvelle. Ils vont faire une excellente performance et face à Los Garza ça fonctionne très bien avec déjà un public qui est bien investi derrière Fraxium et ça part très bien. Ils vont nous faire l'enchaînement classique pour remporter ce combat, le Spanish Fly enchaîné avec le Phoenix Splash et vont donc remporter leur premier match du côté de SmackDown. C'est un excellent début et j'ai déjà hâte d'en voir plus. La toujours championne Tiffany Stratton est sur le ring. Elle vient se vanter de sa victoire sur Charlotte Flair à WrestleMania. Elle n'est pas la prochaine Charlotte Flair, mais elle est tout simplement Tiffany Stratton. Jade Cargill qui a battu Naomi à WrestleMania vient sur le ring et vient challenger Tiffany Stratton pour un match. Elle dit à Stratton que ce n'est pas parce qu'elle a battu Flair qu'elle est la meilleure. Pour devenir la meilleure, elle doit la battre elle. Et un match va commencer entre les deux. Un match qui n'est pas pour le titre. Et le match est excellent. C'est un match d'une dizaine de minutes et il était très bon. Alors j'ai eu un peu peur au tout début qu'il ne dure pas très longtemps. Vu le rythme du combat, on est directement sur un très gros rythme. Et normalement, quand ça s'accélère comme ça dès le début, c'est que le match ne va pas durer très longtemps. Et bien là, pour le coup, si. Je m'attendais à une intervention de Naomi plus tôt dans le match. Ça arrivera bien plus tard. Mais sinon, le match est bon et ça fait
deux bons matchs pour Jade Cargill en quelques jours, alors qu'elle a beaucoup de détracteurs, qu'elle a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce qu'elle fait sur le ring. Eh bien j'ai bien aimé ce qu'elle a fait face à Naomi, ce qu'elle a fait face à Tiffany Stratton. Alors encore une fois, tout n'est pas parfait, mais j'ai l'impression que ce sera ça, Jade Cargill. Tout ne sera pas parfait dans un match. Il y a quelques fois où tu la sens un peu perdue, tu la sens un peu à l'ouest, mais elle va te sortir un contre, un peu out of nowhere. Lorsque là, Tiffany Stratton va porter sa roue pour porter son Alabama Slam, eh bien Cargill arrive à la contrer et lui porter une énorme powerbomb. C'est un contre fantastique qui fait réagir le public et qui va nous faire sortir des This is Awesome. J'ai l'impression que c'est ça, Jade Cargill. On aura des bas, mais les hauts seront très très hauts. En tout cas, ce match ne va pas se terminer car Naomi va intervenir, disqualification. Comme on pouvait s'en douter, la feud avec Jade Cargill va continuer, c'est normal. Mais surtout, après cela, Nia Jax va faire son retour, elle qu'on n'avait plus vue depuis des mois, et va s'en prendre à la championne Tiffany Stratton. On a donc la prochaine challengeuse pour Tiffany Stratton, et c'est tant mieux. Repartir sur une Nia Jax, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu cette histoire réellement entre les deux. Enfin si, on l'a eu, mais j'aurais aimé que ce soit un peu mieux et surtout que ce soit plus focus réellement sur les deux. Là, ce sera le cas dans les prochaines semaines, et je trouve pas que ce soit une mauvaise idée. Le nouveau champion des États-Unis, Jacob Fatu, fait son entrée avec Solo Sikoa. Sikoa prend le micro et dit qu'il est arrivé à Mania, ce qu'il avait prédit. Fatu est le futur de la WWE alors que tout le monde l'a sous-estimé. Sikoa se vante d'être aussi la raison pour laquelle Fatu est devenu champion. Et Fatu va commencer à en avoir marre. Il va prendre le micro pour dire à Sikoa de ne pas tout gâcher. Il avait dit qu'il gagnerait le titre, qu'il ramènerait le titre à la maison et dans la famille, avec ou sans Sikoa. Il sait que le titre fait de lui une menace pour la société et dit à Sikoa de rester à sa place. L'ancien champion LA Knight va les interrompre et va réclamer un match revanche pour le titre de champion des États-Unis, mais Drew McIntyre va l'interrompre à son tour. Il dit qu'à Mania, il a battu Damien Priest. Il avait pour projet d'affronter John Cena pour le titre de champion WWE, mais Randy Orton s'est précipité sur l'occasion. McIntyre va affronter Jacob Fatu et va se moquer de LA Knight. Il dit que son dernier règne à LA Knight était une blague, alors que LA Knight va lui dire qu'on ne peut même pas parler du dernier règne de champion de Drew McIntyre car on ne s'en rappelle plus. LA Knight propose à Drew McIntyre un match pour décider du challenger de Jacob Fatu. Nick Aldis, le général manager de SmackDown, vient officialiser tout ça pour plus tard dans la soirée. Alors déjà, j'ai trouvé que la promo était excellente de la part de Fatu, LA Knight et McIntyre, c'était vraiment du très bon. J'ai eu peur lorsque LA Knight est apparu, j'avais pas forcément envie de revoir directement un LA Knight Fatu, mais de voir un McIntyre se mettre dans cette division pour le titre de champion des États-Unis, ce n'est pas une mauvaise idée. Comme il le dit, c'est bouché plus haut, c'est bouché avec John Cena, Randy Orton, et bien pourquoi pas le mettre dans cette division. Il a envie d'affronter Fatu, et un Fatu face à Drew McIntyre, sur le papier ça donne très envie. Même le LA Knight McIntyre qu'on verra plus tard dans ce SmackDown, il donne très envie, donc je suis plutôt très ravi. Chelsea Green défend son titre de championne des États-Unis face à Zelina Vega, un match qui est plutôt logique, hein. Vega l'a battue la semaine dernière de manière clean, un combat qui va durer 7 minutes, c'était correct, mais il y a pas mal de choses à dire sur le combat. Déjà, on va avoir énormément d'interventions de la part du Secret Service, hein, le clan de Chelsea Green, qui vont se faire avoir, hein, dans les dernières secondes du match, ils vont se faire attraper par la police, attraper par l'arbitre, hein, qui va les voir et qui va essayer de les renvoyer en coulisses, ce qui va évidemment jouer sur le match. Et deuxièmement, en vrai, j'ai pas grand chose à dire sur le combat qui était correct, mais je vais parler de la fin, parce que Zelina Vega, après que Secret Service ait été envoyée en coulisses, eh bien elle va remporter ce match avec son code red et devenir la nouvelle championne des États-Unis. C'est un vrai choix que je n'arrive pas trop à comprendre pour être totalement franc, parce que Chelsea Green, elle faisait une très bonne championne, alors le booking je le trouvais très moyen, hein, autour de ce titre de championne des États-Unis, on n'en a pas fait grand chose, mais Chelsea Green elle est parfaite dans son rôle, elle est parfaite en tant que championne, elle représentait très bien ce titre et t'avais moyen d'en faire mieux. Zelina Vega en tant que championne, ok, pourquoi pas. Je suis pas du tout un grand fan de Zelina Vega, pour être totalement franc, et je pense que vous l'avez compris. Je suis pas fan de son catch ou quoi que ce soit. Je pense qu'elle était très bien en manageuse, mais en tant que catcheuse, je suis pas convaincu. Même encore en 2025, je suis pas convaincu par Zelina Vega, et la voir championne, je sais pas trop quoi en penser. Pour être totalement franc, je suis pas forcément très heureux, je suis surtout très surpris. Le Miz est sur le ring, il se plaint de ne pas avoir eu de match à Mania, blablabla, il nous fait sa promo habituelle, on en a un peu marre, et surtout, il va être interrompu par un catcheur qui fait son retour du côté de la WWE. C'est Aleister Black qui fait son retour avec le même thème d'entrée qu'il avait il y a 5 ans. Aleister Black va venir sur le ring et va porter son Black Mass sur le Miz et va faire sa pause classique pour terminer ce segment. On savait que Aleister Black allait faire son retour du côté de ce SmackDown, c'est ce que les vignettes disaient, un retour d'Aleister Black pour ce SmackDown, et il est bienvenu. Je suis ravi qu'il ait toujours le même d'entrée parce que ce thème est vraiment excellent et puis son entrée est vraiment très bonne. On parle
parle souvent de thèmes qui sont ultra génériques et qu'on n'arrive pas trop à reconnaître. Le thème d'Aleister Black, justement, c'est tout l'inverse. C'est un vrai thème d'entrée excellent, donc je suis ravi qu'il est toujours le même, ravi de le revoir à la WWE 5 ans après, et je n'ai qu'une hâte, c'est de voir ce qu'il va faire. De ce que j'ai compris, son run du côté de AEW a été plutôt compliqué, et surtout sur la fin, alors on verra bien ce qu'il va donner. Je ne sais pas ce que vaut encore Aleister Black en 2025, mais j'ai quand même envie de lui laisser une chance, j'ai quand même envie de voir ça. Drew McIntyre fait donc face à LA Knight, un match pour déterminer le prochain challenger au titre de Jacob Fatu, un combat qui va durer un peu moins de 10 minutes et il était sans surprise excellent. Avant de parler de la fin du match et de tout ce qu'il va se passer par la suite, oui, le match était très bon et c'est exactement ce que j'attendais de ce match entre deux zones d'expérience qui viennent de sortir deux excellents matchs du côté de Mania, face à Damien Priest pour Drew McIntyre, face à Jacob Fatu pour LA Knight. Les deux sont en très grande forme, donc je m'attendais à ce type de match là. On a deux hommes d'expérience, comme je le disais, qui vont frapper fort, qui vont bien cogner. J'aime bien le fait que McIntyre soit en domination pendant quelques minutes et que tout se joue sur une souplex de la part de LA Knight, qui avec une simple souplex arrive à faire retourner le match. Et j'aime bien quand ça se joue sur des choses simples, j'aime bien quand on n'a pas besoin de faire des choses ultra compliquées pour investir le public qui est à fond dans le match, que ce soit pour McIntyre ou pour LA Knight, le public est ultra investi. On va avoir la descente du coude magnifique de la part de LA Knight, tout ça s'enchaîne très bien jusqu'au moment où Solo Sikoa va intervenir et va s'en prendre à LA Knight. McIntyre, il est blasé, tu sens que ça ne plaît pas à McIntyre qui allait enchaîner, l'arbitre n'avait pas vu l'intervention de Solo Sikoa et finalement Damien Priest va s'en prendre à Drew McIntyre, disqualification, victoire de McIntyre. C'est un gros bordel à l'extérieur du ring, McIntyre va être passé à travers la table par Damien Priest quand finalement le champion des États-Unis Jacob Fatu va faire le ménage sur le ring, va s'en prendre à tout le monde, va s'en prendre à LA Knight, Damien Priest et va porter des énormes moonsaults pour terminer ce segment. Alors au début je ne savais pas quoi en penser parce qu'un Damien Priest qui revient à la charge sur McIntyre, ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà vu cette histoire, j'ai pas envie d'aller plus loin avec eux. Mais on sent que cette histoire va plus loin. On sent qu'on est sur les challengers possibles de Jacob Fatu pour le titre de champion des États-Unis. Alors est-ce qu'on aura un match à plusieurs dans les prochaines semaines pour déterminer le vrai challenger de Jacob Fatu? Ça peut être cool. Ça pour le coup ça m'intéresse. Si on retourne simplement sur des histoires en solo, Damien Priest, McIntyre par exemple, là pour le coup je suis pas dans le train. Vraiment pas du tout. Et dans le main event de ce SmackDown, les Street Profits défendent leur titre de champion par équipe face à DIY et Motor City Machine Guns dans un TLC match de 25 minutes. Et je vais donner une note à ce match. Et oui, je le peux car il n'y a pas eu de pub pendant ce main event. Et quel bonheur. Ma note, elle est simple, c'est 5 sur 5. Quel match fantastique, quel match extraordinaire. Utilisez le mot que vous voulez, mais c'est un match incroyable. C'est un match qui aurait pu être du côté de WrestleMania. Alors il faut quand même dire que clairement à Mania, il n'aurait pas eu 25 minutes. Il faut quand même le dire parce que certes, sur le papier, le match est fantastique et légendaire, je pense. Mais est-ce qu'il aurait eu autant de temps à Mania? Je peux vous dire que non. Bien sûr que non. Donc c'est compliqué et je ne vais pas forcément rentrer dans ce débat-là de il aurait dû être à Mania, blablabla. Tout ce que je sais, c'est que le match était incroyable. Je me répète, mais il était incroyable. On a trois équipes qui ont fait une performance XXL, une performance de très haut niveau. Je ne pourrais pas mettre une équipe au-dessus de l'autre tellement les trois ont été haut niveau. C'est un TLC match et justement, les tables, les échelles et les chaises vont être utilisées mais parfaitement. Parfois on a plus une utilisation de chaises, de tables ou d'échelles, là les trois, mais littéralement les trois. On a notamment une première partie de match où les chaises vont être très utilisées par Motor City Machine Guns ou par les DIY qui arrivent à faire des combos sublimissimes. Et finalement dans la deuxième partie du match, on a l'échelle qui est utilisée pour aller chercher les titres bien sûr, mais on a les tables. Et les tables, elles vont faire très mal. On a des spots à l'extérieur du ring qui sont complètement fous. Je pense notamment à ce saut de Montez Ford qui va passer au-dessus de la troisième corde pour atterrir sur une table où il y avait Tommaso Ciampa. Un Tommaso Ciampa d'ailleurs qui va porter un white noise sur Montez Ford sur une échelle qui avait été préalablement installée. C'est complètement fou. Je ne pourrais même pas vous citer tous les spots dangereux dans ce match parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a que des spots exceptionnels et ça va se terminer avec quelque chose, alors là je n'ai même plus les mots. Le moment où Angelo Dawkins monte sur l'échelle pour porter un spear sur Tommaso Ciampa qui était accroché au titre et les deux vont retomber sur une table, je ne sais plus quoi dire. Et puis le moment où Montez Ford arrive à monter à l'intérieur de l'échelle pour enlever des membres de DIY et de Motor City Machine Guns pour décrocher les titres. Bref, je n'ai rien à dire de plus, c'était fantastique. Si vous n'avez pas vu ce match, allez le voir directement, c'est l'un des meilleurs matchs tag team WWE
eu des dernières années, l'un des meilleurs matchs TLC de tous les temps. Et oui, n'ayons pas peur des termes, c'était phénoménal. Bilan de ce SmackDown, eh bien de mon côté on sera sur un 8,5 sur 10. Je mets une note un peu en dessous de celle de Raw parce que ça reste 3 heures. Et 3 heures c'est très long, même si Raw a été très long. D'ailleurs le dernier Raw sur Netflix, il était pas loin des 3 heures. Là je les ressens quand même ces 3 heures, mais c'était quand même pas mal. Pour un Raw ou pour un SmackDown après WrestleMania, on attend des surprises, on attend des moments chocs. On a eu quelques surprises. On a eu le retour d'Aleister Black, qui n'est pas vraiment une surprise, on s'y attendait, mais vous voyez ce que je veux dire. La victoire de Zelina Vega, qui certes n'est pas une énorme surprise, mais ça reste une surprise. Dans les moments chocs, on a évidemment ce segment entre John Cena et Randy Orton et ce main event. Ce main event, rien que pour ça, honnêtement, ça pourrait mériter 10 sur 10. Un main event de ce niveau-là en weekly, c'est incroyable et je pense qu'on peut tous être ravis d'avoir vu ça à SmackDown dans un match de 25 minutes. Ça, c'est du pur bonheur. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve dès demain pour une vidéo particulière. Salut, salut!